dernier chapitre. Et le chapitre est court, je pense qu'il est juste 12 pages. Comparé des autres avec les 60 et tout. Là. Et oui, j'ai remarqué que mes miniatures étaient à l'envers. Je sais pas pourquoi, mais voilà, désolé. Bref, le dernier chapitre n'a pas de citation. Le dernier chapitre, le 4, s'appelle « Enthousiasme esthétique ». Et c'est de la page 43 jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la fin, c'est jusqu'à 53. C'est 11 pages. Enthousiasme esthétique. Il est parfois nécessaire de savoir où s'arrêter. L'épicier chinois avait sans doute remarqué que ma main était posée assez près de sa manchette de chemise quand il prononça ces mots. Alors que nous avions fini notre bouteille de vin, les palmiers à l'extérieur du restaurant étaient couverts de neige. En fait, les routes et les chemins qui m'indiquaient comment regagner mon hôtel avaient plus ou moins disparu. OK, là, on est revenu au présent, parce que le chapitre 2 commence son histoire. Voilà. Donc là, on est revenu dans le présent parce que là, on était dans le passé. Alors que nous avions fini une bouteille de vin, les palmiers à l'extérieur du restaurant étaient couverts de neige. En fait, les routes et les chemins qui m'indiquaient comment regagner mon hôtel avaient plus ou moins disparu. Il ne m'avait toujours pas dit son nom. Je ne lui avais pas donné le mien non plus, même si je savais qu'il le connaissait puisqu'il avait lu l'un de mes livres. Pour une raison ou pour une autre, nos noms faisaient partie des choses que nous ne voulions pas savoir. Il se pencha vers le couple allemand à la table voisine et le félicita d'avoir pensé à emporter des vêtements contre le grand froid de Majorique au printemps. « Mon ami ici présente, dit-il, en me désignant, est habillé pour aller à la plage. » Le monsieur allemand nous raconta en anglais que plus tôt dans la matinée, en randonnée dans la montagne, il avait croisé un serpent. Heureusement, il portait de grosses chaussures. Le serpent se cachait dans la fissure d'un rocher. Il n'aurait peut-être pu s'agir d'un serpent à sonnette. Savions-nous qu'un serpent peut encore mordre 1 heure après sa mort? Wow, ça fait peur, ça. Faut pas aller en Australie d'abord. Parce que même si tu coupes le cou de ton cobra de marbre, ben, il peut quand même te niquer ta mère. Parce que oui, l'Australie, c'est clairement le pays où les animaux ils s'acharnent. Oui, dit l'épicier chinois, je le savais. Il se tourna vers moi et recommença à parler de soupe. Il était obsédé par la soupe. Apparemment, bien qu'ayant oublié comment préparer telle sorte de soupe chinoise, il se rappelait comment préparer telle autre. Cette dernière ressemblait plus à du porridge de riz, un plat très nourrissant qui réchauffe en hiver, auquel il aimait ajouter de l'huile de sésame et du poivre. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer sa main posée près de la mienne. Et vu ce qu'il me dit ensuite, peut-être l'avait-il remarqué lui aussi. Et à votre avis, quelle est la partie du corps où la peau est la plus fine? Le bout des doigts? Non, je vais vous le dire. Ce sont les paupières. Et ce sont les paupières et la voûte plantaire qui sont la peau la plus épaisse. Sur la paume et la voûte plantaire. OK, donc ça, c'est le plus fin. Puis ça, et en dessous des pieds, c'est ce qui est le moins fin, le plus épais. Je ris et il sourit. Puis il rit et je souris. Il me dit que les odeurs des cacahuètes grillées en chien lui manquaient, qu'il avait oublié comment préparer la soupe chinoise aux fruits de mer, mais qu'il est très content de s'être fait une nouvelle vie dans les montagnes de Majorique, car c'était là que je l'avais invité à ma table de 3. Puis il me donna un petit coup de coude parce que Maria venait d'entrer dans le restaurant et tapait du pied pour retirer la neige de ses bottes. Elle avait l'air étonnamment grande dans son lourd manteau bordé de fourrure. Je lui fis signe et elle s'avança vers notre table. Elle tenait une petite valise dans sa main gantée. Son visage était sérieux et triste. « Mon frère m'a dit que vous aviez froid dans votre chambre. »« Oui. »« Je vous y ai préparé une autre. Je vous en ai préparé une autre. Il y a des couvertures sur le lit. »« Merci. Vous allez quelque part, Maria? »« Oui. » Maria n'avait pas envie de parler. Pas du tout. J'ouvris mon sac et lui donnai le chocolat que j'avais acheté chez l'épicier chinois, Intensidad, avec 1,99 € imprimé dessus. Puis je comptais ce que je lui devais pour ma chambre, 4 nuits payées en liquide parce que je me disais qu'elle en aurait peut-être besoin pour ce qu'elle avait à faire. Elle était contente de récupérer cet argent liquide. Quand elle me fit la bise, je sentis sous mon manteau battre son cœur, farouche et rugissant. Plus tard, l'épicier chinois me raccompagna jusqu'au sentier de montagne invisible qui menait à l'hôtel et répéta « Parfois dans la vie, la question n'est pas de savoir où commencer, mais où s'arrêter. » Il me raconta que des années plus tôt, à l'époque où il vivait à Paris,
Il passait ses week-ends seul, alors un jour, il avait décidé de prendre un train pour Marseille. Il marchait près du port, le Mistral soufflait et il parlait à peine français, mais quand il vit deux policiers arrêter un garçon nord-africain d'à peine 10 ans, lui aussi s'arrêta. Le garçon portait un maillot de corps d'enfant de coton blanc. Il sentait sans doute la lessive que sa mère avait utilisée pour le laver. Les policiers lui soulevèrent le maillot de corps et se mirent à lui bourrer le ventre de coups. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier. La vue d'homme adulte soulevant le maillot de corps d'un enfant pour lui faire du mal avec plus de précision. Il se surprit à s'approcher de l'enfant qui était résistant et encaissait les coups. Et il hurla sur les policiers en français avec son étrange accent chinois. « Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Arrêtez! » Ce n'était pas vraiment héroïque, mais c'était ce qu'il voulait qu'ils fassent. Ils s'arrêtèrent et partirent. L'épicier chinois dit « Vous allez vouloir vous arrêter parce que nous sommes arrivés à votre hôtel. » On s'arrêta près de la terrasse et sa tête s'approcha de la mienne. Je voyais l'argenté dans ses cheveux noirs. Au moment de nous embrasser, je savais que nous n'étions tous les deux au milieu d'une sorte de catastrophe, mais je ne savais pas si quelque chose commençait ou s'arrêtait. Le col de son gros manteau d'hiver était humide à l'endroit où la neige fondait. Il retira son manteau et me le tendit. « Si vous sortez, vous promenez, vous en aurez besoin. J'en ai un autre. Il faut apprendre à vous habiller en fonction du climat dans lequel vous vous trouvez. » Au bout d'un moment, je gravis les marches en marbre, passais devant le grand cactus qui se dressait dans un pot sur le palier et montais jusqu'à la porte en chêne abîmée d'une chambre au premier étage. J'ouvris la porte avec la clé que Maria m'avait glissée dans la main quand je l'avais payée. La chambre était plus petite que celle de l'étage au-dessus. Un tas de couvertures bien plié avait été disposé au bout du lit et un bureau assorti d'une chaise avait été installé devant la fenêtre qui donnait sur le vieux palmier devant le jardin. Il n'avait clairement pas été simple de faire entrer le bureau, mais Maria avait réussi à lui faire franchir la porte et à le coincer entre la fenêtre et le lit. J'avais une vue. J'avais un bureau sur lequel écrire. Il faisait bien chaud dans la chambre. 3 grosses bûches se consumaient dans la cheminée. Des bûches supplémentaires avaient été joliment entassées les unes sur les autres dans un panier juste à côté. Il faisait si chaud dans la chambre que je savais que le bois devait brûler depuis un certain temps. Maria était partie à la hâte, au milieu d'une tempête de neige. Se désintéressait-elle du monde qu'elle s'était fabriqué ici dans les montagnes? N'était-elle pas pressée de cueillir les citrons et les oranges dans le verger qu'elle avait irrigué? Elle avait aussi planté des légumes, des oliviers et construit une ruche dont elle récoltait le miel épais et aromatique qu'elle servait au petit déjeuner. C'était Maria qui cuisait le pain et moulait les grains de café. Elle avait également coupé les bûches qui me tiendraient chaud durant la nuit. Maria était partie furieuse, sans assez de liquide. Voulait-elle partir seule pour se lancer dans les projets qu'elle avait pour la suite, quels qu'ils soient? Je songeais que Maria était comme moi en fuite du 21e siècle, de même que George Sand, qui s'appelait également Amantine, était en fuite du 19e siècle. De même que Maria, qui s'appelait également Zama, cherchait un lieu où se remettre et se reposer du 20e siècle. Nous fuyons les mensonges cachés dans le langage de la politique, les mythes sur notre caractère et le but de notre existence. Nous fuyons aussi nos propres désirs sans doute, quels qu'ils fussent. Mieux valait en rire. Cette façon que nous avons de rire, de nos propres désirs, cette façon que nous avons de nous moquer de nous-mêmes pour devancer les autres, cette façon dont nous sommes programmés pour nous tuer, mieux vaut ne pas y penser. Il y avait autre chose à quoi je ne voulais pas penser. Cet après-midi-là, alors que je me tenais au bord de la mer et riais de moi-même sous les nuages chargés de neige, j'avais pensé au piano de Maria, le piano épousseté tous les jours, mais dont personne ne jouait jamais. Je ne voulais pas savoir ce que j'avais été renfermé comme ce piano. Je ne voulais pas savoir que j'avais été renfermé comme ce piano. Ok, c'est bon. Pour une raison ou pour une autre, je me souviens de la façon dont je mangeais les oranges enfant à Johannesburg. D'abord, je devais en trouver une qui tenait dans la paume de ma main. Je fouillais dans le sac du cellier à la recherche d'une petite orange parce que les petites étaient aussi plus juteuses. Puis je roulais l'orange sur mon pied nu pour l'amollir. Cela prenait un long moment et le but était de faire que le fruit donne son jus sans l'écraser. Je devais évaluer quel était le bon degré de pression
par la seule voûte de mon pied. J'avais les jambes brunes et musclées. Je me sentais si puissante que j'arrivais à utiliser ma force sur quelque chose d'aussi petit qu'une orange. Quand elle était prête, je faisais un trou dans la peau avec l'ongle du pouce et aspirais le jus sucré. Ce souvenir étrange me rappela à son tour un vers d'Apollinaire. Je l'avais recopié dans le carnet polonais. 20 ans plus tôt, la fenêtre s'ouvre comme une orange. Le piano muet, la fenêtre qui s'ouvre comme une orange et le carnet polonais que j'avais emporté à Majorque était lié à mon roman, qui n'était pas encore sorti à l'époque, Sous l'eau. Je réalisais que l'écriture de ce livre était pour moi comme une opération à cœur ouvert, pour parler comme un chirurgien, dans la question qu'il posait. Que fait-on du savoir qui nous empêche de vivre? Que fait-on de ce qu'on ne veut pas savoir? Je ne voulais pas savoir comment présenter mon travail, mon écriture au monde. Je ne savais pas comment ouvrir une fenêtre comme une orange. La fenêtre était retombée comme une hache sur ma langue. Si telle allait être ma réalité, j'ignorais quoi en faire. Alors que je contemplais la neige qui s'accumulait dans les frondaisons du palmier dans le jardin de Maria, je me posais une autre question. Devrais-je accepter mon sort? Si j'achetais un billet d'avion et effectuais le voyage jusqu'à l'acceptation, si je l'accueillais et lui serrais la main, si j'entremêlais mes doigts à ceux de l'acceptation, marchais main dans la main avec l'acceptation tous les jours, quel effet cela me ferait-il? Je finis par comprendre que je ne pouvais pas accepter ma question. Une femme qui écrit ne peut pas se permettre d'éprouver sa vie trop clairement. Si elle le fait, elle écrira dans la rage quand elle devrait écrire dans le calme. Elle écrira dans la rage quand elle devrait écrire dans le calme. Elle écrira sottement quand elle devrait écrire sagement. Elle parlera d'elle-même quand elle devrait parler de son personnage. Elle est en guerre avec son sort. Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929. J'avais dit à l'épicier chinois que pour devenir écrivaine, j'avais dû apprendre à interrompre, à parler haut, à parler fort, et puis bien plus fort, et à revenir simplement à ma propre voix qui n'importe que très peu. Ça, c'est ce qu'on a lu dans le quatrième de couverture. Nos conversations m'avaient conduite dans des lieux que je ne voulais pas revoir. Je ne m'attendais pas à retourner en Afrique alors que je me protégeais d'une tempête de neige à Majorque. Pourtant, ainsi qu'il l'avait fait remarquer, l'Afrique m'était revenue quand je sanglotais sur les escalators à Londres. Si je croyais que je ne pensais pas au passé, le passé lui pensait à moi. Je me dis que ça devait être vrai, car l'épicier chinois, dont le père était sidérurgiste, m'avait dit que les escalators ou escaliers roulants, dont le brevet avait été déposé en 1959 par Nathan Ames dans le Massachusetts, avant qu'il ne soit redessiné par l'ingénieur Jesse W. Renault, furent d'abord présentés au monde moderne comme une bande de transport infinie. Je reculais la chaise et m'assis au bureau, puis j'examinais les murs à la recherche de prises où brancher mon ordinateur. La plus proche était périlleusement placée au-dessus du lavabo destiné au rasoir électrique de ces messieurs. Ce printemps-là à Majorque, alors que la vie était très compliquée et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, je songeais que ce vers quoi je pouvais tendre était une prise électrique. Plus utile encore pour un écrivain qu'une chambre à soi sont les rallonges et une panoplie d'adaptateurs pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ce que je ne veux pas savoir de Déborah Lévy. Terminé.